Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Veto Quignol? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Veto Quignol, ici, c'est une compagnie dont c'est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire, dont c'est essentiellement médicaments pour les animaux. D'accord? Ça, c'est grosso modo dit comme ça, c'est facile, c'est pour nous permettre de pouvoir voir à peu près dans quel segment d'activité on va. D'accord? J'aime bien les compagnies pharmaceutiques vétérinaires. Il y en a une qui me fait. Vétocniol me rappelle une compagnie directement ici, on l'appelle Zoetis. D'accord. Je pense qu'on a également étudié une autre compagnie. Je pense bien c'était Virbac. D'accord. Donc c'est également une compagnie française. Donc Virbac également, je pense elle fait à peu près la même chose. Donc la santé pour les animaux. OK. Donc on ne le dit pas souvent, mais c'est l'un des plus. C'est un secteur qui est. C'est un secteur en croissance généralement. D'accord. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a également des assurances même pour les animaux. Donc il y a une conférence, le nom m'échappe juste, mais je sais qu'il y a une compagnie d'assurance ici qui est juste spécialisée pour la santé animale et elle a un revenu assez élevé. Donc le nom m'échappe actuellement. Donc on va aller directement sur les rapports financiers. Ici, vous savez qu'on va on travaille ici en recherchant le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER moyen, la dette nette et la qualité du dividende, si dividende il y a. Donc, on va aller rapidement, d'accord? Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Je cherche des revenus stables ou croissants. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'investir dans une compagnie qui a des revenus en dents de scie. Ou si elle a des revenus en dents de scie, je dois déjà être au courant en date d'aujourd'hui. OK? Parce que si je regarde les revenus sur, disons, 3 ans, j'ai une croissance des revenus. D'accord. Mais si je prends la croissance des revenus ici, disons, depuis à peu près 2014 ici, on voit que la courbe est un peu plus accentuée. Donc, on aime ça. J'aime la stabilité des revenus, mais je préfère les revenus croissants. Et ce qui est mieux avec des revenus croissants, c'est si vous avez également des marges qui sont stables ou croissantes également. Donc, ici, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, en termes de prévision, ici, les analystes prévoient quoi pour les revenus de cette année? On va aller sur le forward estimate ici. On va le prendre le sales. Donc, le sell forward estimate, next 12 months. Donc ici, on a à peu près aux alentours de... Voilà, on va juste fermer cette page ici. On va regarder ça ici. À peu près, on met ça sur un an. OK, donc on est à peu près sur 570 millions, OK, 570 millions d'euros en date d'aujourd'hui. Sur les 12 derniers mois, en tout cas, nous sommes aux alentours de 521 millions. Donc en termes de croissance ici, donc déjà je prends 570 millions ici. D'accord, vous voyez que l'estimation d'ici des analystes ne fait qu'augmenter année à mois après mois. Donc on aime ça, c'est une bonne chose. Donc je prends ça, je mets ça ici, 570 millions. En tout cas, en date d'aujourd'hui, c'est l'estimation par rapport à la fin de cette année-ci. D'accord. Donc maintenant, alors ici, oui, maintenant je vais juste prendre la croissance des revenus juste pour que vous puissiez voir à peu près quel est le volume de croissance ici en termes de pourcentage. Donc on prend ça sur un an, on va mettre la moyenne ici. Donc j'aurais pu utiliser la médiane de toutes les façons, mais je vais prendre la moyenne juste pour on ait une information rapide ici. Donc sur les 10 dernières années, nous avons une moyenne de 5,97%. Sur les 5 dernières années, nous avons une moyenne de 7,91%. Et sur les 3 dernières années, nous avons 12%. Nous avons au moins 5% de croissance ici. Donc celui qui veut prendre la croissance ici à 5%, on sait au moins qu'on est assez protégé parce que la croissance sur les 3 dernières années ici, sur les 3 dernières années est au moins de 12%. Donc au niveau des free cash flow, donc je vous ai dit ici que pour les compagnies européennes, je ne prends plus les free cash flow. Je peux les comparer ici, mais il faut que j'aille vérifier les rapports financiers directement pour me dire, OK, les free cash flow, est-ce que ceux que j'ai ici présentement sont à peu près les vrais free cash flow? Parce que parfois ici, les compagnies européennes ne prennent pas en considération les loyers dans le calcul des free cash flow. Ce n'est pas toutes les compagnies. Donc, je prends les net income et les free cash flow, je les compare, j'essaie de me faire un avis par rapport à ça. Donc, ici, ce que j'essaie de voir, à peu près, c'est voir si les net income, si les free cash flow ont tendance à être plus élevés ou moins élevés que les net income. C'est juste pour voir la tendance ici, mais parce qu'à la fin de la journée, je prendrai les net income. OK? Ça, c'est de toutes les façons, ce que je recherche avant tout, c'est la stabilité. Donc, alors, en termes de free cash flow ici, on a une différence ici à peu près de 20%, enfin 30% par là, 28 millions ici, et là, on a à peu près 22 millions. En tout cas, sur les 10 dernières années, 30, 27, sur les 5 dernières années, 34, 37. Donc, sur les 3 dernières années, 30 et 75 ici. Donc, je pense déjà ici qu'à ce niveau-ci, c'est un peu une exagération. 75 millions d'euros, c'est un peu exagéré à ce niveau-ci. Donc, il y a une situation ici. Peut-être qu'on a vendu un segment d'activité. En tout cas, c'est pas clair. Donc, il faudrait aller voir pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés ici. D'accord? Donc, en termes de free je vais prendre les marges nettes ici. OK? Donc, quand on regarde les marges nettes ici, marge nette, donc on va directement ici.
Je vais prendre ça en pourcentage, c'est plus facile. Marge nette en pourcentage. Alors, net margin, net income margin, last 12 months. OK, donc net income margin. Donc, je vais juste ajouter ça ici. Net income margin. OK, net income margin, c'est parfait. Donc, net income margin, ici, je prends juste la moyenne. OK, donc on va juste prendre ça ici. Enfin, je prends la médiane ici, je préfère toujours la médiane. Donc, sur les 10 dernières années, on a 7,90%. 5 dernières années, on a à peu près 8,96%. Donc, n'oubliez pas que cette période-ci, c'était la période de la pandémie. Donc, elle a dû souffrir également par rapport à ça. Donc, peut-être que la moyenne est même plus élevée que ça. Donc, sur les 3 dernières années, on aura clairement quelque chose de moins élevé que ça. Donc, si je prends ici niveau 1, donc par rapport à nos comédiennes ici. Donc, on va mettre niveau 1, standard déviation 1 ici. Donc, sur les 10 dernières années ici, on a à peu près 9% de croissance. Donc, vous remarquez que la croissance a été, pas la croissance, excusez-moi, de marge, OK? La marge est un tout petit peu élevée ici. Donc, qu'est-ce que je dois prendre? Personnellement, je penche plus pour un 9% ici. Actuellement, on a 12%. D'accord? Sur les années précédentes, avant la période de la pandémie, on était aux alentours des 10%. Donc, en prenant 9% ici, je suis même assez, voilà, je ne suis pas complètement, je ne surpaye pas. Enfin, au niveau de la marge, d'accord, je pense qu'on est assez correct ici. Donc, je vais prendre 9% ici. OK, il faut également voir que la période actuelle, peut-être que la compagnie a augmenté également les prix. Est-ce que c'est durable? Est-ce que les volumes ont suivi, etc. Donc, je ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins tort possible, tout en sachant que, OK, si on ne surpaye pas, si on est, les free cash flow qu'on prend ici, ils sont de 12% en date d'aujourd'hui. En moyenne, ici, on a 10% sur les 5 dernières années. Donc, je pourrais même prendre 10% ici et toujours être correct. Donc, je prends 9%, je coupe la poire en deux. OK? Donc, le nombre d'actions ici, on va regarder ça ici, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? Je recherche un nombre d'actions qui diminue. Donc, je veux une entreprise qui rachète ses actions. J'aime ça. Donc, ici, on a à peu près, voilà, c'est pas une entreprise qui rachète ses actions, c'est à peu près stable, 11 milliards 800, 11 millions 800. Donc, je vais mettre ici 11,8. 83. Donc, maintenant, les payeurs moyens, le marché paye généralement combien pour ce pour ce genre de compagnie ici? Ça, c'est ce que le marché paye, mais également, il faut regarder ce que l'industrie paye en moyenne. Donc, pour Zoetis, vous pouvez aller comparer. Vous allez voir que Zoetis échange vraiment à des PER assez élevés. Donc, je pourrais également prendre ici Zoetis. On essaye de comparer les deux, juste pour avoir une idée générale. Donc, je prends la médiane ici des PER sur Vetoquignol. D'accord? Tout en vérifiant, il faut également aller, si vous comparez à Zoetis, il faut bien vérifier qu'ils font exactement la même chose. D'accord? Donc, Vetoquignol, c'est 20 fois les bénéfices sur cette longue période de temps. C'est la ligne en bleu. Donc, ici, vous constatez que Zoetis échange toujours à des PER plus élevés. En date d'aujourd'hui, Zoetis a des PER aux alentours de 36 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on est toujours à un niveau assez élevé. Alors, sur les 5 dernières années, on s'échange à peu près à 22 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on s'échange à peu près à 28 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices. OK? Directement. 20 fois les bénéfices comme PER moyen. Donc, au niveau de la dette nette ici, on va vérifier est-ce qu'on est une entreprise, quelle est la dette, le niveau de dette nette de l'entreprise ici aujourd'hui. Alors, dette nette, on vérifie ça. Net dette, on est aux alentours à peu près, voilà, c'est une entreprise qui a plus de cash que de dette. Elle a près de 53 millions ici en termes de cash, d'accord? Donc, elle n'a pas de dette, elle a la capacité de souffrir. J'aime ça, j'adore ça, j'aime ce que je vois ici. Donc, au niveau de la qualité du dividende, on va y revenir, si dividende il y a, bien sûr. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça nous donne? On fait simple. Je prends ma calculatrice, je ferme ça, et 570 millions, d'accord? Par rapport au revenu estimé pour la fin de cette année-ci, 9% de 570 millions, c'est combien? On est aux alentours de 51 millions. Mais tu ne payes pas 20 fois les bénéfices ici. On arrive à 1 milliard 26, moins la dette nette, plus le cash net, bien sûr, parce qu'on n'a pas de dette nette. On est aux alentours de 1 milliard 79 millions ici. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, 11 millions 83. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 91 euros l'action. Actuellement, on cote à 116 euros l'action. Alors, est-ce que je dirais que l'entreprise est surévaluée ou bien sous-évaluée? On a à peu près un 20% de différence ici. Donc, ici, quand on prend divisé par 116, 1,6, alors, je pense que l'entreprise n'est pas surévaluée. D'accord. Je pense ici que dans l'évaluation qu'on a faite, vous avez vu qu'on a sous-estimé déjà la croissance. On ne l'a même pas pris ici en considération. Donc, si la croissance est à un niveau 3 de 10% en moyenne sur les années à venir, on a une opportunité d'investissement ici. Donc, j'ai pris sans croissance. Et sans croissance, le prix actuel est juste correct. On a un 20% de différence ici. Mais sachez également que par rapport à la marge, à la marge nette ici, on a pris une marge nette à peu près qui
qui ne ressemblait pas complètement à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on veut se protéger. On n'a pas lu les rapports financiers ici. Ici, on a que de lire les états financiers. Et quand on regarde les états financiers ici, on se rend compte d'une chose, c'est que l'entreprise ici a des revenus assez élevés. En tout cas, a des marges assez élevées pour la période. Donc, elle n'a jamais eu ce genre de marge-ci. Faites attention. Tant qu'on ne sait pas pourquoi, il faut se fier à la moyenne. Et quand on se fie à la moyenne, l'essentiel ici est de regarder, OK, par rapport à la moyenne, est-ce que cette entreprise dégage au moins des bénéfices nets chaque année? La réponse est oui. D'accord? Est-ce que ces bénéfices nets-là sont de plus en plus croissants année après année? Donc, quand on prend ce calcul, on met les free cash flow ici. Donc, je les mets ici en termes de volume. Vous constatez qu'ils sont de plus en plus croissants. D'accord? Je pourrais les mettre ici annuellement. D'accord? Vous constatez qu'ils sont de plus en plus croissants. Il n'y a que la pandémie qui est venue mettre pause. D'accord? Donc, les marges sont assez élevées en date d'aujourd'hui. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on va se poser. On ne veut pas se retrouver dans une situation pareille où on a des marges de 8% et l'année qui suit, on se retrouve avec des marges de 7%. Peut-être qu'on va se retrouver avec des marges ici d'à peu près 12% ici aujourd'hui pour se retrouver à la moyenne à 9 à 10%. D'accord? Donc, si vous voulez prendre 10% également, vous pouvez le faire. Je pense que sur les 3 dernières années, on a à peu près 10% de croissance. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que c'est durable? Si je prends 10% par exemple sur les 56 millions ici, divisé par la dette nette ici, le nombre d'actions qui est de 11 millions 83. Donc, 11 millions 83 ici, on est à 101 millions. 101 euros l'action, donc 10% de différence. Donc, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas pris en considération la croissance ici. Parce que la croissance ici, elle est bien plus élevée que ça. Okay? Si la croissance, ici on a juste pris les revenus en état stationnaire en prenant en considération les marges, en prenant en considération la période actuelle, donc les 570 millions prévus à la fin de cette année-ci. Okay? Donc, si je voulais prendre en considération la croissance, je le fais bêtement hein, parce que ce n'est pas comme ça que je vais le traiter normalement. Donc, je vais juste faire ceci. Donc, on prend ça, on prend la moyenne ici, je prends la médiane plutôt. Donc, je regarde ici la médiane de la croissance des revenus ici sur les 10 dernières années, enfin, sur les 3 dernières années, juste pour qu'on se donne une idée ici. D'accord? On a 5%, 5%, 7% ici sur les 5 dernières années. Donc, je vais prendre 5%. OK? Donc, je prends mon 570 millions ici. OK? 570, 5, 7, 0 multiplié par 1,05 exposant 5. Donc 5% de croissance sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à peu près à multiplier par 1,28. Donc à multiplier le 570 par 1,28. Et je prends ici 10% de marge bénéficiaire. Bon, admettons même qu'on garde on prend 10% de marge bénéficiaire. De toute façon, on fait une estimation. Donc 10% de marge bénéficiaire, on a 72 millions ici à 20 fois les bénéfices par là. OK? Donc, moins, je n'enlève pas la dette nette ni quoi que ce soit, on n'a pas de dette ici. Divisé par le nombre d'actions, 11 millions 83 ici, 11 millions 83, on arrive à peu près à 122 $ l'action. Donc, c'est pour ça que je disais que l'entreprise est correctement évaluée ici. Si la croissance est plus élevée, tant mieux. Mais en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas, on a un prix assez correct. D'accord? Le prix actuel peut être justifié. Donc, pour ceux qui sont déjà rentrés sur Vito Quignol à des prix plus intéressants que 116 à 80, entre 90 euros et 116, tant mieux. Je pense voilà, vous avez un très bon prix. Idéalement, quel est le prix que moi j'aimerais payer pour cette compagnie-ci? Moi, je veux dire ici à peu près aux alentours des 74 euros par là. Ça pourrait être intéressant pour moi, mais c'est une très belle entreprise. Ce que je vois ici me pousse à aller creuser un tout petit peu pour comprendre pourquoi est-ce que les marges sont élevées. D'accord? Pour comprendre pourquoi est-ce que les marges ont baissé l'année précédente, pendant la période de Covid. Il faut vérifier également cela. Donc, pour comprendre également qu'est-ce qu'elle fait précisément. Est-ce qu'elle a des produits est-ce qu'elle vend plus des produits génériques ou bien elle vend plus des produits, des produits à prescription? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a des brevets présentement qui arrivent à expiration? Il ne faut pas se retrouver dans une situation un peu comme les laboratoires Boiron, d'accord, qui ont un produit qui tombe dans le domaine public ici et qui essaye maintenant de se maintenir en termes de revenus. Donc, je pense qu'on m'a posé la question par rapport à cette compagnie ici. Je ne suis pas encore revenu dessus, mais je pense qu'on va faire une vidéo dessus. Mais je vous ai toujours dit, les compagnies pharmaceutiques, même si c'est des pharmacies, même si ce sont des médicaments pour les animaux, attention, il faut absolument vérifier quels sont les produits qui nous rapportent le plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait exactement? OK? Donc, pour la compagnie Vito Quignol, c'est une très belle entreprise. Je pense que c'est une très très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. Au prix actuel, on a un prix assez correct. Mais si on va chercher les 80-70 euros par là, on pourrait avoir une excellente opportunité d'investissement. D'accord? Tout va également dépendre de la croissance future estimée. Et pour ça, pour le savoir, il faut lire les rapports financiers et questionner le management par rapport à la croissance, à la stratégie de croissance ici. Est-ce que c'est par acquisition, de manière organique, etc., etc. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.